Mes amis, bien le bonjour. Cette semaine, l'Internet s'est enflammé pour ces images qui nous viennent d'Argentine, Buenos Aires, l'aéroport de George Newbery. Et en fait, j'ai été assez choqué quand j'ai reçu ces images-là. Et ce qui m'a choqué, sincèrement, c'est le traitement qui a été réservé aux pilotes en ligne. C'est réellement un lynchage en règle contre ces pilotes qui les a obligés même à fermer leurs médias sociaux. Et ceci vient très souvent de l'incompréhension du public, mais vient aussi pour une autre raison. C'est-à-dire que cet avion que vous voyez sur les images n'est pas un aéronef civil, mais ce n'est pas non plus un aéronef militaire. Il est quelque part entre les deux. Il appartient à un groupement qui transporte le président de l'Argentine. En Argentine, en ce moment, il y a une crise économique terrible. L'Argentine se classe dans le même groupe que le Liban, le Venezuela. On a une inflation de l'ordre de 100%, on a des taux d'intérêt de la Banque centrale qui sont de 97% pour essayer de calmer un petit peu le jeu, mais ça ne va pas se calmer. C'est un pays qui est frappé de plein fouet par une crise. Alors vous imaginez, quand il y a une crise de cette ampleur-là, je vous laisse imaginer quel est le contexte politique là-dedans. Donc politiquement, c'est hyper chaud. Alors quand le 757 du président est chopé dans une situation qui semble un peu étonnante, alors effectivement, ça permet à l'opposition, ça permet d'utiliser cela comme un outil, n'est-ce pas? Et puis prendre le public à témoin, le public qui souvent n'a pas des connaissances aéronautiques, et leur dire regardez, c'est dangereux, ils ont risqué des vies et tout ça. Alors que franchement, il n'y a pas de quoi, fouetter un chat, comme on dit. Alors, cet appareil, ce 757, venait depuis Miami, arrivait depuis les États-Unis. Donc il venait du nord. Quand il arrive, si on regarde les tracés radars et on regarde les données, on voit tout de suite qu'il n'avait aucune intention d'atterrir. Son approche et ce passage étaient synchronisés avec les contrôleurs aériens. Si vous regardez le tracé, vous voyez que au niveau 100, il était à 350 nœuds, ce qui est une vitesse excessive. En général, au niveau 100, on s'attend d'un avion à ce qu'il soit à 250 nœuds au maximum. Il y a une restriction presque dans tous les pays du monde avec de légères variations d'un pays à l'autre, mais en général, c'est au niveau 100, maximum de vitesse 250 nœuds. Lui, il traverse le niveau 100 à la vitesse de 350 nœuds. Il passera sous les 250 nœuds seulement à 3200 pieds. Donc en fait, on voit clairement que c'est un avion qui a une trajectoire qui n'est pas destiné à un atterrissage, parce qu'il va tout simplement trop vite. Il s'approche depuis le nord, donc il va sur la piste 13, qui est assez opportunément face à lui. C'est une piste qui est orientée, donc on va dire du sud-est, d'accord, elle va vers le sud-est, et donc lui venant du nord, eh ben, c'est assez pratique comme piste. Regardez le vent ce jour-là, eh ben, il y a une composante de l'ordre de -7, -8 nœuds de vent de dos sur la piste 13. Donc il n'y avait aucune intention réellement d'atterrir. Ce que cet appareil voulait faire, ce que ces pilotes voulaient faire, en particulier le commandant de bord, Leonardo Barone, ce qu'il voulait faire, c'était tout simplement passer au-dessus de la piste, qui était donc à l'opposé de la piste en service. Pourquoi il est arrivé vite? Parce que tout simplement, comme il est en train d'arriver à l'envers, entre guillemets, parce que ce n'est pas la piste en service, ce qu'il veut pas, il veut pas rester trop longtemps sur cet axe qui est utilisé par les avions qui sont au départ. Donc les avions qui décollent, il lui arriverait directement en face. Donc avec le contrôleur aérien, il a dû s'arranger pour aller très vite sur cet axe-là, afin de ne pas le bloquer longtemps. C'est pour ça qu'il y avait cette vitesse élevée, pour ne pas traîner là-dedans, parce que pendant ce temps-là, si on a un avion qui arrive à contresens dans un aéroport, au niveau ATC, pendant toute cette approche, on peut pas envoyer d'avion au décollage, parce que justement, ils vont être en situation de face à face. Donc voilà, ça explique un petit peu pourquoi il allait très rapidement. Par la suite, on le voit survoler la piste. Alors, en termes de survol de piste, il est à quelle altitude ? Si on regarde toujours les données qui sont fournies par Flight Radar, on voit trois repérages, 3 points à 150 pieds. Alors juste pour vous dire, ce qui est intéressant, c'est les 3 points à 150 pieds. Ça veut dire que réellement, il y a une stabilité parfaite de l'altitude le long de ce survol. 150 pieds pris 3 fois de suite. Ce n'est pas une altitude qui bougeait vers le haut, vers le bas. C'est pas un avion qui volait en faisant le poisson. C'est un avion qui avait
une trajectoire parfaitement maîtrisée le long de la piste. Ça, c'est quand même un point important. Au moment où cet avion prend son virage, ça c'est un moment important, on a l'impression qu'il va au-dessus des habitations. En réalité, pas du tout, parce que la piste de cet aéroport, George Newbery, est parallèle à la mer, elle est parallèle à la baie de Buenos Aires. Donc elle est parallèle à la mer. Donc en partant à gauche, à l'instant où sur la caméra on le voit traverser la route, il est déjà au-dessus de la mer. Donc il n'a à aucun moment risqué au-dessus de faire un vol à basse altitude, au-dessus de zones habitées. Je vous montre quelque chose. Si on regarde l'aéroport, George Newbery, je vous donne le code OACI de cet aéroport, SABE. Eh ben, si vous regardez, il est situé à peu près, si on regarde sur les cartes, il est situé à 20 pieds. 20 pieds au-dessus de la mer. C'est pas grand-chose. Il est littéralement au bord de l'eau, en fait. Donc, si on regarde, ça, donc, c'est la mer. Et donc, ça, c'est l'aéroport. Ok, on a l'aéroport, on a la mer. Si je regarde le métard qu'il y avait à ce moment-là, parce que l'appareil est arrivé à peu près 17h heure locale, 17h30 grosso modo. Cette scène arrive entre 17h et 17h30. Si je regarde le dernier métard, la dernière observation météorologique qui a été communiquée à ce moment-là au pilote, eh bien elle indiquait un QNH, ça signifie une pression au niveau de la mer, de 1009. 1, 0, 0, 9. D'accord? Donc on a une élévation. On a cette élévation ici, d'accord? On a cette élévation-là de l'ordre de 20 pieds. Il ne faut pas trop s'attacher aux 20 pieds, c'est à peu de choses près, je vous le dis pourquoi. Parce que les aéroports sont rarement plats, comme ça, comme une assiette. Il y a des, même le long d'une piste, pour avoir une zone élevée, une zone qui descend au milieu parfois, puis ça remonte. Il y a quelques pieds de différence entre les différents endroits dans un aéroport. Donc il ne faut pas s'attacher aux chiffres avec une trop grande précision. Alors, ça donc, c'est notre situation. Mettons 20 pieds ici. Si on regarde au niveau donc de Flight Radar 24, il donne 150 pieds. Mais il donne 150 pieds par rapport à quoi? Comment fonctionne Flight Radar 24? Comment Flight Radar 24 donne les altitudes des avions? Alors je vous raconte. Il les donne toujours par rapport à l'isobar 1013. 1013 hectopascal. Ça, c'est important. Mais à l'instant où l'avion touche le sol, donc si vous suivez un avion qui atterrit, vous allez voir son altitude qui baisse le long de l'axe d'approche, le long de plan de descente. Vous aurez toujours une altitude par rapport au 1013. À l'instant où il touche, au toucher des roues, Flight Radar 24 va tout à coup changer l'altitude à 0. Par exemple, vous pouvez regarder un aéroport en altitude, genre prenez un aéroport avec 5000 pieds d'altitude, et vous allez voir des appareils s'approcher, 6000 pieds, 6900, enfin 5900, 5800, vous voyez votre avion descendre, et vous voyez toujours une altitude qui est par rapport au 1013. À l'instant où il pose, tout à coup l'altitude va passer de 5000 pieds à 0. D'accord? Juste pour vous dire un petit peu c'est quoi la convention sur ce système-là. Donc, on va avoir ici le 1013, l'isobar de référence 1013, qui est forcément plus bas que le 1009. D'accord? Parce que la pression est plus élevée. Donc, il est plus bas, techniquement parlant. Alors, plus bas de combien? Il est plus bas de 4 hectopascales. Vous voyez, un delta de 4 hectopascales. Donc, ça veut dire 4. Donc, ici, 4 fois 27. Et ça nous donne combien? Ça nous donne 108. D'accord? Ça nous donne 108 pieds. Ok, ça me donne 108 pieds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si je prends, je vais changer de couleur peut-être parce que mon dessin commencera à devenir chargé. Donc si je regarde, c'est un petit rappel d'altimétrie aussi au passage. Alors si je regarde ici maintenant, la hauteur donc de cet aéroport par rapport à cette isobar 1013, eh bien elle est de combien? D'accord? Eh bien on a ici les 108 pieds. Plus les 20 qu'on a ici, d'accord? Et ça nous donne ici une valeur de 128 pieds. Ok? L'avion était à 150. Donc, grosso modo, vous voyez, on a à peu près, sur le plan altimétrique, on est en train de parler de 22 pieds, on est en train de parler de 7 mètres. Sur le plan altimétrique. D'accord? Donc, il a survolé la piste, altimétriquement parlant, à 7 mètres. Néanmoins,
vu la hauteur à laquelle il était, il est peu probable qu'il utilisait l'altimètre barométrique à ce stade-là. Il devait probablement utiliser le radio-altimètre. Il aurait probablement eu quelques alarmes, genre alarme GPWS, avant qu'il l'avait arrêté, d'accord. Mais si on compare l'image de l'avion, on regarde par rapport à la piste, même si c'est un parallaxe, c'est assez difficile à dire. Si on compare la hauteur de l'appareil, un avion de type 757-200, il a à peu près 13,6 mètres de hauteur. Mais ça, c'est depuis le train d'atterrissage jusqu'en haut de la dérive verticale. Donc là, il y a 13,6 mètres. Là, on a le train d'atterrissage qui est rentré. On va imaginer que les réacteurs sont à peu près à 1 mètre du sol. Donc on va enlever peut-être un petit mètre et tout. Il était grosso modo, sur le plan géométrique, à une douzaine de mètres. Vous voyez, au plus bas, à 7 mètres, au plus haut, à 12-13 mètres. Grosso modo, c'est à cette altitude-là ou à cette hauteur-là, au-dessus de la piste, qu'il était en train de voler de manière extrêmement stable. La vitesse à ce stade était de l'ordre de 190 nœuds. 190 nœuds, ce qui est assez rapide. Et les volets à peine sortis. Donc, il va aller tout le long de la piste, qui fait 2700 mètres, qui va survoler la piste. À aucun moment, il survole à cette hauteur-là des habitations où il survole des gens. Donc, il survole toujours la piste à 100% du temps. Et quand vous regardez la caméra qui est à l'extérieur de l'aéroport, on a quelqu'un qui est sur le trottoir. Et si on regarde, on peut retrouver le même endroit avec Google Earth. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que celui qui prend la vidéo depuis l'extérieur est littéralement presque au bout de la piste. Ça signifie que l'appareil, si on regarde bien ce qu'il a, la position donc de notre cadreur, de celui qui a partagé les images, regardez ce qu'on voit. On voit ceci. On voit. Donc ça, j'ai ma piste. Hein. Ça, c'est la piste 13. Ça, c'est la piste 31. 13-31, c'est facile à retenir, c'est QFU parce que c'est en inverse l'un de l'autre. Hein. Ce qu'on a, on a un autre avion, grosso modo, qui fait ça. Et après, même là, j'ai exagéré. Le virage n'est pas aussi sec que ça. Il fait un virage de l'ordre de 30 degrés. Il fait à peu près ça, en fait. D'accord, c'est un virage de 30 degrés. Là, on a la mer, on a la côte, d'accord? Ça, c'est la mer, ça, c'est l'eau. Et là, c'est une route qui longe l'eau, ok? Si vous regardez bien, vous allez constater un certain nombre de choses. Sur le plan de la caméra, il y a une sorte de panneau, circulaire qui est sur le grillage. Il n'y a qu'un seul, donc ça permet de savoir exactement où était la personne qui filmait. Donc, cette personne était en bout de piste. Ça nous prouve que l'appareil n'a pas viré pour survoler les terminaux de l'aéroport. Il a attendu la fin de la piste pour prendre son virage en montée. Ça, c'est un point important. Deuxièmement, il était à quelle hauteur au moment où il passe au-dessus de la route? Si vous regardez, au moment où il passe au-dessus de la route, il y a une façon très simple de savoir, parce que ne vous laissez pas tromper par les images vidéo, parce que dans ce cas-là, je peux vous montrer des images prises à l'aéroport de Heathrow par différents spotters, et vous allez voir que ces avions, que vous avez l'impression qu'ils vont se prendre les maisons. En fait, ils sont très bas. Ils sont réellement très bas, mais moins bas que ce que les images laissent suggérer. Mais il y a un effet comme ça de parallaxe. Il y a aussi un effet que les maisons sont plus proches que l'avion est énorme et tout. Et donc, on a l'impression que le train d'atterrissage va arracher l'antenne de télévision. Alors qu'en fait, il y a quand même plus de hauteur que cela. Donc, il y a cet effet qu'il faut considérer. Si on regarde notre 757, au moment où il passe au-dessus de la piste et il s'incline, vu la lens de la caméra, l'optique de la caméra, on a l'impression qu'il est très bas. En réalité, il est à 200 pieds. C'est très facile à prouver. Vous regardez l'envergure du 757, il fait 38 mètres. Donc cette envergure-là, si on essaye maintenant de la reproduire dans le plan vertical, qu'est-ce qu'on va constater? On va constater que il faut une envergure et puis à peu près 2/3 d'envergure pour avoir la hauteur à laquelle il était à ce stade, au-dessus de la route. Ça va nous faire, si je prends une envergure, c'est 38 mètres, plus à peu près 2/3 d'envergure, 3/4 d'envergure, ça nous ramène à peu près à 63 mètres, ça nous ramène à 200 pieds. Donc l'avion avait pris de l'altitude déjà, ok, au moment où il passait au-dessus de la route. Et à quoi après la route? Ben, immédiatement, il y a l'eau, il y a la mer, ok.
Pourquoi il a été capable de prendre de l'altitude si brutalement? J'ai téléphoné ce tantôt à un ex-commandant de bord sur Boeing 757, quelqu'un qui a volé sur tous les Boeing qu'il y avait quand il était en service. 767, 57, c'était le même calife d'ailleurs. Il a fait du 737, il a fait même du 747, il a même fait du DC-10. D'accord, il a pu prendre sa retraite même en volant sur DC-10, comme quoi des fois on a dit peut-être trop de mal sur cet avion-là. Et il m'a expliqué que le 757 est l'un des avions les plus puissants quand on parle d'avion de ligne. C'est un des avions les plus puissants qui a été créé par Boeing. C'est un avion surmotorisé. C'est-à-dire que quand il y a dedans que 2 pilotes, par exemple, peut-être 2 pilotes plus 2-3 personnes qui étaient aux États-Unis pour signer des contrats, donc on va dire qu'il était vide, il n'y avait pas de passagers dedans, il ne s'agit pas d'un vol de passagers. Il y avait très peu de carburant, il venait de rentrer de Miami, il venait de se taper littéralement 8h30 de vol, donc il n'y avait plus beaucoup de carburant dedans. Et bien cet avion-là avait une capacité, une fois que les moteurs sont mis à fond, il a une capacité de monter entre 4 et 5 000 pieds par minute. D'accord? Ce que peu d'avions de ligne peuvent se permettre. C'est un avion qui peut décoller puis se retrouver à son altitude de croisière en 5 minutes quand il est vide. Donc c'est un avion, le 757 a été fabriqué, si on revient dans les années 70, quand Boeing cherchait, à la base fondamentalement, il cherchait à créer une nouvelle version du 727. Il est arrivé presque par accident, le 757, c'est-à-dire que on avait le 727-200, puis il y avait le 727-200 Advanced, qui se vendait très bien, et maintenant on voulait aller plus loin. Le problème, c'est que, si on regarde, dans les années 70, il y a eu ce choc pétrolier suite à la petite guerre là d'octobre, la guerre de Yom Kippour, et ceci avait augmenté brutalement le prix du pétrole. Donc les compagnies aériennes devenaient très sensibles au coût du pétrole qu'ils allaient utiliser, la consommation de leur avion. Donc Boeing, ce qu'il voulait faire, il voulait mettre donc des moteurs qui commençaient à arriver à fort taux de dilution. C'est des moteurs qui sont extrêmement larges. Si vous comparez la soufflante d'un moteur des années 60 à la soufflante d'un moteur d'aujourd'hui, comparé, je ne sais pas moi, un 740-700 à un dernier, peut-être pas à 380, parce que ça serait injuste, il est beaucoup plus grand, mais comparez les anciens aux nouveaux, vous allez constater que les nouveaux avions de ligne, ils ont des soufflantes énormes comparativement aux anciens moteurs. Rien que le 737-200 par exemple, vous le comparez au 737, ne serait-ce que le 300, vous allez voir une différence énorme. Et c'est là où le problème du 727 est arrivé. C'est-à-dire qu'il a 3 moteurs. Il y en a 2 qui sont dehors. Alors là, c'était facile de placer 2 moteurs plus grands, ça c'est simple. Mais ils ont eu un souci. C'est que le moteur numéro 2, celui qui est au milieu, qui est noyé dans la structure du 727, celui-là, vu que la structure était ce qu'elle était, elle n'offrait plus de place pour mettre des moteurs avec une entrée large. C'était pas possible. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont imaginé un Boeing 727 avec 2 grands moteurs à l'arrière. Donc, ils ont dit, on se débarrasse du 3e. Par la suite, donc ils ont réfléchi à plusieurs types de modèles. Ils ont réfléchi au 727 200, 300, 727 400. Et ils ont travaillé jusqu'à obtenir un 727 qui avait 2 moteurs sous les ailes, 2 moteurs très puissants, et l'empennage en T, comme le 727. Puis après, ils se sont dit, mais pourquoi on va mettre un empennage en T? Ça sert à quoi? Oui, l'empennage en T s'explique quand on a les moteurs à l'arrière, mais maintenant qu'ils sont sous les ailes, pourquoi on s'embarrasserait d'un empennage en T et on risque des situations de décrochage profond et tout ça? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont transformé l'empennage, ils l'ont rabaissé, et là, c'est devenu un empennage normal. Et l'avion, maintenant, c'était plus vraiment 727, ils l'ont appelé le 7N7. Ils ont mis N, ils ne savaient pas trop ce que ça allait donner. En même temps, ils développaient un autre appareil, plus grand aussi, avec les réacteurs sous les ailes. C'était pour faire de la compétition à l'Airbus A300. L'européen Airbus arrivait et commençait à déranger avec son A300. Donc, ils ont pris un autre modèle, donc qui ressemblait à l'Airbus A300, et ils l'ont appelé le 7X7. Finalement, au début des années 80, on va aller justement vers des choix définitifs avec des commandes fermes. Le 7N7 deviendra le 757-200 et le 7X7 deviendra le Boeing 767. Vous voyez, ces 2 avions ont été créés de cette manière-là. Ils ont été développés littéralement en même temps. Ils ont énormément de pièces communes.
Le 757, depuis le départ, a été extrêmement surmotorisé. D'accord ? De par son historique. Il a été surmotorisé et ça lui permet d'avoir des performances extraordinaires. Donc c'est pour ça que ce que vous voyez dans cet aéroport de Buenos Aires, c'est une manœuvre, quelque part célébratoire, mais quelque part aussi un petit peu tactique, parce qu'il faut savoir une chose. Si vous regardez par exemple la tuerie qu'il y a eu au Rwanda, elle a commencé comment ? Elle a commencé par un avion de transport de président, je pense qu'il y avait même 2 présidents dedans, si je me souviens bien, qui a été allumé par un missile depuis le sol. Donc, transporter des VIP de cette catégorie-là, donc genre le président du pays, c'est pas un job simple. C'est pas comme prendre un EasyJet et aller à Ibiza avec des touristes. Ça implique autre chose. Ça implique d'autres types d'approches à la réalité. Par exemple, on peut imaginer que on a un 757 qui est en train d'arriver pour atterrir, et puis soudainement, là, au fond, près du taxiway, il y a une Jeep ou une Toyota Station avec plein de moustachus dedans. Ils ont posé une mitraillette à l'arrière, puis ils sont en train de canarder. Tu fais quoi en tant que pilote ? Ce genre de situation n'arrive pas à Ibiza. Mais ça peut arriver quand on a un pays qui est dans l'instabilité, par exemple, de l'Argentine aujourd'hui, avec des tensions politiques et avec justement... voilà. Donc, les pilotes pourraient, par exemple, dire on est tout simplement en train de s'entraîner. Voilà, ce genre de manœuvres sont importantes pour nous, de pouvoir échapper, par exemple, à un assaillant qui serait au sol. On voit qu'il y a un problème au niveau de l'aéroport, et puis on doit dégager immédiatement. Pourquoi pas ? Ça fait partie de leur travail. C'est encore une fois, c'est pas un avion civil de transport, c'est pas un avion militaire, c'est un avion qui est exploité sur des règles très particulières. Et voilà, ce qu'il a fait, c'était pas avec des passagers. C'était pas quelque chose d'improvisé, c'était pas quelque chose de non autorisé, c'était complètement autorisé, c'était complètement discuté, complètement arrangé avec le contrôleur aérien et avec tout le monde. Donc il y a strictement rien à voir dans cette vidéo, c'est juste une manœuvre sympa, et on peut voir à l'aéroport de Heathrow des avions survoler la route, survoler la M4, la M25 surtout, beaucoup plus bas que ça, quand ils vont atterrir, beaucoup plus bas que cet appareil-là a fait ce jour. Donc franchement, ça ne vaut pas le lynchage. Ça ne vaut pas le lynchage de ces pilotes-là. Et si ça continue comme ça, je vais créer un syndicat indépendant de pilotes. Parce que je vois que réellement, imaginons un métier, par exemple, imaginons un chirurgien, et que derrière son dos, ce chirurgien, il y a une caméra tout le temps, avec tout le public qui regarde. Chaque fois qu'il rate une suture, chaque fois qu'il fait tomber un instrument au sol ou autre, chaque fois que tout le monde commente son travail, que tout le monde vient le critiquer. Malheureusement, les pilotes, aujourd'hui, ils sont comme ça. Il y a plein de caméras qui sont dehors, et c'est très sympa que des gens filment les avions et tout, mais le problème, c'est que, rapidement, on a des personnes qui sont choquées par des choses qu'ils ne comprennent pas, et qui vont partager cela, puis ça part avec des journalistes, et ça commence à écrire, et ça commence à dire oui, c'est scandaleux, et tout ça. Et ça finit par remonter aux employeurs de ces pilotes, et ça crée du scandale, ça peut briser même des carrières, pour rien du tout. D'accord ? Pour des situations qui sont complètement normales. Là, dans l'histoire de l'Argentine, c'est absolument une récupération politique locale, mais malheureusement, c'est en train d'aller à l'échelle internationale maintenant. Enfin, merci mes amis d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. J'espère que ça a été clair. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo.